Nous sommes dans la plaine du sud du Pakistan. Cet édifice surprenant est composé de dizaines de milliers de briques d'argile. Il est le plus élevé d'une antique cité, la cité de Mohenjo-Daro, construite au 3e millénaire avant notre ère. Une question intrigue les chercheurs. Pourquoi la cité fut-elle abandonnée 1000 ans plus tard? Historien de l'urbanisme, Michael Janssen est originaire d'Aix-la-Chapelle. Cela fait plus de 30 ans qu'il fouille les ruines de Mohenjo-Daro. La cité est la première grande ville de l'histoire dont l'urbanisme ait été si mûrement réfléchi. On ne connaît pas grand-chose sur ses bâtisseurs et sur ses maîtres. On sait cependant que la civilisation qui est apparue ici, sur les bords du fleuve Indus, était aussi évoluée que celle d'Égypte et de Mésopotamie. L'aire géographique de la civilisation de la vallée de l'Indus s'étend sur plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est la plus importante des premières civilisations de l'humanité. Jusqu'ici, plus de 1500 sites ont été identifiés et Mohenjo-Daro est le plus grand de tous. Depuis son déclin il y a 4000 ans, Mohenjo-Daro a été lentement envahi par les alluvions du fleuve jusqu'à se trouver enfoui à 7 mètres de profondeur. Cela fait plus d'un siècle que des archéologues se relaient pour mettre au jour la métropole antique, dont le nom signifie la colline des morts en pakistanais. Les grandes avenues, à plusieurs voies, sont flanquées de rangées rectilignes de maisons qui semblent tracées d'après une sorte de schéma directeur. Depuis quelque temps, nous savons que la ville s'étend plus loin dans le sous-sol de cette vallée. Nous avons des preuves que la cité se prolonge sous terre sur près de 2 km en direction de l'Indus. S'il s'avère que ce quartier et d'autres sont reliés à la cité, Mohenjo-Daro sera la plus grande ville de l'âge du bronze, c'est-à-dire du 3e millénaire avant notre ère. Les cités de la civilisation de l'Indus mises au jour ont un point commun. Elles sont toutes construites sur un tertre artificiel. La plateforme sur laquelle a été érigée Mohenjo-Daro mesure 6 mètres de hauteur. Ce socle urbain façonné en briques d'argile fera l'objet d'une étude approfondie au cours d'une prochaine campagne archéologique. Pour établir un rapport d'expertise, Michael Janssen fait procéder à quantité de sondages dans le sol. Fazil Kakar, responsable de la direction des antiquités du Pakistan, est arrivé de la capitale Islamabad pour examiner les échantillons de terre. Mohenjo-Daro est le site archéologique le plus important du Pakistan. La cité est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les futures fouilles permettront de mieux connaître la véritable étendue de la métropole. En se basant sur des prises de vue aériennes, on a pu reconstituer la cité en images de synthèse. Voici Mohenjo-Daro tel qu'au temps de sa splendeur. La métropole antique est en fait érigée sur 2 tertres artificiels. En été, quand l'Indus connaît son débit le plus important, ces tertres sont séparés par un bras inondé. À gauche, la ville haute, d'une surface moindre. À droite, la ville basse, bien plus étendue, qui comprend surtout des quartiers résidentiels. On distingue clairement les grandes avenues et le plan des rues en forme de grille qui témoignent d'une urbanisation planifiée dans ses moindres détails. Les zones en blanc sur cette photo satellite représentent les quartiers mis au jour par les archéologues, soit seulement 10% de la cité. Comme ceux des hautes civilisations égyptiennes et mésopotamiennes, les bâtisseurs de Mohenjo-Daro ont érigé la ville sur les rives d'un grand cours d'eau. Hormis le fait qu'ils fertilisent les terres de cette immense vallée,
l'Indus est aussi une voie de transport privilégiée pour les marchandises de toute nature. Vivre à proximité d'un cours d'eau comporte aussi des risques. En été, quand le fleuve est gonflé par les eaux de fonte de l'Himalaya, il inonde les rives sur une largeur de près de 200 km. Ce phénomène a bien évidemment influencé la façon dont les peuples ont établi leurs colonies dans la partie inférieure de l'Indus. Ceux qui ont choisi de se fixer ici au 3e millénaire avant notre ère ont dû respecter un impératif pour que leur cité puisse demeurer le plus longtemps possible au bord de l'eau. Ils ont dû ériger leur cité sur des tertres naturels ou sur des plateformes artificielles. La construction de ces dernières représentait un travail colossal et mobilisait énormément de main-d'œuvre. L'Indus parcourt près de 1000 km depuis les contreforts de l'Himalaya jusqu'à la grande plaine du Pakistan dans la province du Sindh. La métropole antique Mohenjo-Daro se trouve au cœur de la zone inondable du fleuve. Le socle de la haute ville mesure 400 mètres de longueur sur 200 mètres de largeur, soit la surface de 10 terrains de football. Ces sondages permettent de localiser le tertre en briques. La vitesse à laquelle s'enfonce la tige de forage permet d'évaluer la compacité du sol. Là, il atteint les briques. Il ne peut plus aller plus loin. Bien. Faisons un test. Si la tige a buté contre des briques, cela signifie que le petit groupe se trouve au-dessus du prolongement du tertre artificiel de la cité. Il y a des matériaux organiques. On dirait de la brique, peut-être de la brique d'argile. Si c'est ça, c'est la plateforme. Il y a aussi des sédiments du fleuve. Excellent résultat, merci. En été, lorsque Mohenjo-Daro est complètement cerné par les eaux du fleuve en crue, la métropole n'est plus accessible par voie terrestre. Le seul moyen de transport est le bateau. Mohenjo-Daro ressemble alors à une Venise de l'Antiquité. Le lac Manchar. Michael va à la rencontre d'un des plus vieux peuples du sous-continent indien. Les Mohanas sont des bateliers nomades qui vivent principalement de la pêche. Le merveilleux spectacle offert par le lac Manchar doit être semblable à celui que découvraient les habitants de Mohenjo-Daro en été, lorsque les eaux de l'Indus étaient en crue. Mohenjo-Daro devait émerger telle une grande île des eaux qui inondaient la vallée de l'Indus. Les bateaux qui remontaient ou descendaient le fleuve se croisaient dans le port, qui était alors la plaque tournante de la vallée. Mohenjo-Daro était une capitale gigantesque. Nous avons aussi trouvé dans la cité des briques sur lesquelles est gravé un bateau qui ressemble à ceux des Mohanas. Il est donc fort probable que le type de bateau des Mohanas, ces nomades qui vivent sur l'Indus et sur le lac Manchar, est près de 5000 ans et qu'il représente donc une tradition très ancienne dans la région. Dans les années 1930, des archéologues indiens ont trouvé sur les rives du lac Manchar les restes d'une colonie datant de 4000 ans avant notre ère.
une colonie plus ancienne encore que la civilisation de l'Indus. Les Mohanas se sont très bien adaptés à la vie sur l'eau. On peut supposer que les habitants de Mohenjo-Daro vivaient également en symbiose avec l'Indus. Au cours de ces 30 années de fouilles au Pakistan, Michael a navigué plusieurs fois sur le lac Mandchar. Bien que sa dernière visite remonte à près de 10 ans, les habitants des villages flottants n'ont pas oublié le chercheur. Le peuple pêcheur des Mohanas compte 25 000 membres. Il est particulièrement vulnérable au bouleversement de son environnement. Les hommes apprennent aux chercheurs allemands que le niveau du lac a beaucoup baissé et que le nombre de poissons a chuté de façon dramatique. Le chef du village reçoit Michael sur son bateau. Combien de bateaux avez-vous? Nous avons 500 bateaux dans toute la région. Il y a de nombreux villages flottants sur le lac. Il y en a partout, et de tailles différentes. Certains ont 15 bateaux, d'autres une vingtaine, et d'autres encore une cinquantaine. Il y a beaucoup d'enfants ici. Ont-ils l'occasion d'aller à l'école? Et où se trouvent-elles? Il y a une école sur le lac. Elle est installée dans un bateau, bien sûr. Les enfants suivent les cours à bord de ce bateau. Mes enfants aussi vont dans cette école. Toutes les activités des Mohanas ont lieu à bord des embarcations. Chaque bateau-maison est équipé d'un foyer pour cuisiner et se chauffer. Les anciens veillent au maintien des traditions. Ainsi, une femme Mohana n'a pas le droit d'épouser un homme qui ne vit pas sur l'eau. Pour l'instant, le lac offre encore aux Mohanas tout ce dont ils ont besoin pour subsister, comme les roseaux qu'ils vendent à terre comme fourrage aux paysans, ou bien les poissons et les oiseaux qui composent depuis des siècles leur régime alimentaire de base. Les Mohanas chassent avec un cormoran, dressé pour appâter ses congénères. Certains chercheurs supposent que les Mohanas sont les descendants des fondateurs de Mohenjo-Daro. Ils invoquent le fait que les deux peuples sont liés à l'eau, ainsi qu'une traduction très libre de Mohenjo-Daro qui signifierait « tombe des Mohanas ». Nous cherchons toujours les origines de la civilisation de l'Indus, qui est née aux environs de 2500 ans avant notre ère. Les premiers balbutiements de cette culture ont très bien pu apparaître dans cette vaste région autour du lac Mandchar. En cherchant des cultures plus anciennes, susceptibles d'avoir fondé Mohenjo-Daro, les archéologues ont trouvé une série de sites moins importants, tous bâtis sur des tertres naturels situés à la limite de la zone inondable de l'Indus et donc à l'abri des crues annuelles du fleuve. En compagnie de son collègue pakistanais Aïda Ali de l'université de Kherpur, Michael visite le site de Kot Diji au pied des collines Rory. Ici, les archéologues ont trouvé les traces d'une culture plus ancienne de 5 siècles que celle de Mohenjo-Daro. Ceci est un fragment d'une lame denticulaire qui servait à couper l'herbe ou bien le poisson. On dirait une scie.
Tout semble indiquer que les habitants de Côte d'Iji ont abandonné leur forteresse, pourtant bien protégée au sommet d'une colline, pour s'établir au cœur de la zone inondable du fleuve. Que s'est-il passé durant la courte période qui sépare le déclin de Côte d'Iji de l'émergence de la civilisation de l'Indus? Cela demeure un mystère. Il n'a pas fallu plus de 50 ans pour que la civilisation de l'Indus prenne forme. Elle a développé une écriture qui en a fait une haute civilisation, capable de construire dans la vallée de l'Indus des villes gigantesques comme Mohenjo-Daro, Dholavira et Harappa. Hormis la culture de Côte d'Iji, installée à la limite de la zone inondable, et les Mohana, le peuple du fleuve, une troisième culture peu connue possède des liens très étroits avec Mohenjo-Daro. À Mehrgarh, 300 km au nord de Mohenjo-Daro, dans les montagnes du Baloutchistan, des archéologues français ont découvert les restes d'une agglomération qui remonte au néolithique, c'est-à-dire 7000 ans avant notre ère. Ces figurines délicatement sculptées ont été trouvées à Mehrgarh. S'agit-il d'objets utilisés pour un rituel de fécondité? Toujours est-il que des statuettes de femmes similaires ont été retrouvées dans les cités de l'Indus. Cette statuette a été mise au jour à Harappa, première cité découverte de la civilisation de l'Indus, est située à 500 km au nord-ouest de Mohenjo-Daro. La statuette possède des points communs frappants avec les figurines néolithiques mises au jour à Mehrgarh. En revanche, jusqu'à aujourd'hui, aucune grande sculpture n'a été trouvée dans les cités de l'Indus. Et sur les places publiques, aucun emplacement ne fut dégagé qui laisse supposer l'existence d'une statue de taille. Tout indique que Mohenjo-Daro était le centre d'un vaste empire. Or, même à ce titre, elle n'abritait aucun édifice prestigieux, temple ou palais. Cela pourrait signifier que la cité n'était pas dirigée par des monarques ou des grands prêtres, mais qu'elle était habitée par une classe moyenne aisée, installée dans des quartiers résidentiels. Au bout de cette ruelle latérale ombragée, on arrive devant cette grande entrée, qui devait être fermée par une porte. Ici, on voit les trous où étaient logées les charnières. On pénètre ensuite dans une cour spacieuse qui conduit par une entrée latérale dans la grande cour intérieure. Les habitations étaient de taille variable, mais respectable. Tout était confortable et leur subdivision caractéristique. Les objets mis au jour dans les différentes pièces indiquent que chacune d'elles avait une affectation spécifique. Elles sont disposées autour d'une grande cour intérieure. Les occupants appréciaient apparemment un certain luxe, ainsi que les loisirs. Voici peut-être un ancêtre du jeu d'échecs, qui est originaire de l'Inde. Ce dé, vieux de 4500 ans, ressemble à ceux de nos jeux actuels. De même que ce jeu de billes. Ces détails sont la marque d'une population civilisée et fortunée. Comme la plupart des habitations de Mohenjo-Daro, celle-ci possède son propre puits. Il traverse la plateforme artificielle et s'enfonce à 18 mètres de profondeur jusqu'à la nappe phréatique. Alors qu'en Égypte et en Mésopotamie, les habitants devaient aller puiser l'eau dans une rivière ou un fleuve avec des jarres qu'ils ramenaient ensuite chez eux, ici, les habitants de ces maisons avaient un accès direct à l'eau fraîche du sous-sol. La distance de la source à l'utilisateur, qui attendait dans la pièce d'à côté, était courte. Les salles de bain, dont certaines sont très spacieuses, ne servaient pas seulement aux soins hygiéniques, mais sans doute aussi à des rituels de purification. Cet accès à l'eau est l'un des éléments urbains les plus typiques de la civilisation de l'Indus.
Un autre élément unit toutes les cités de l'Indus. Elles sont toutes construites en briques d'argile. Cette brique, d'apparence insignifiante, représente en réalité un des chefs-d'œuvre de la civilisation de l'Indus. Cet élément de construction, inventé il y a 4500 ans, est le tout premier matériau de construction préfabriqué et rationnel de l'humanité. Alors que les Égyptiens utilisaient des blocs gigantesques, pesant plusieurs tonnes et monopolisant une armée d'hommes pour ériger leurs immenses monuments, ici, tout était construit à l'aide de briques manipulables par un seul homme. Améliorée au fil du temps, la brique d'argile demeure au XXIe siècle le principal élément de construction dans la région de l'Indus. L'argile se trouve en abondance dans le Sindh. Très malléable, sa transformation en brique est peu onéreuse. Les habitations en argile sont idéales sous ces climats. En été, quand le thermomètre grimpe à 50 degrés, il fait frais à l'intérieur des maisons. Selon le temps, les briques d'argile stockent ou restituent de l'humidité. À Mohenjo-Daro, les habitations et les puits ne sont pas les seuls à être construits en briques. L'immense plateforme sur laquelle repose toute la cité est elle aussi composée de ce matériau. La maçonnerie constitue surtout le pourtour du tertre artificiel. L'intérieur avait sans doute été comblé de terre et de déblais. Il n'en fallait pas moins des millions de briques dont chacune était façonnée à la main. Une briqueterie se trouve non loin de la cité en ruine. Le propriétaire montre à Michael la ligne de production. Grâce à un système de cuisson optimisé, la fabrique assure une production massive. Alors que d'un côté, les briques cuites et refroidies sont chargées sur des camions, de l'autre, les ouvriers empilent sans cesse de nouvelles rangées de briques crues qui sont ensuite recouvertes de paille de riz et de cendres brûlantes. Si l'argile abonde et ne coûte pas cher, la cuisson des briques exige d'immenses quantités de combustible. Pour la production quotidienne de 20 000 briques, l'usine fait brûler plus d'une tonne de bois. Pour la construction de Mohenjo-Daro, il a donc probablement fallu abattre des forêts entières. Les puits dégagés par les archéologues se dressent comme des tours au milieu des ruines. Construits en forme de cône, ces puits sont particulièrement résistants à la pression latérale du sol. L'édifice le plus vaste encore intact est le grand bain de la citadelle. Le bassin était entouré de colonnes supportant un toit ainsi que des petites pièces, sortes de cabines, dont une abritait un puits. On ignore s'il s'agissait d'un bain public où la population venait se rafraîchir au plus chaud de l'été, ou bien si c'était un lieu où l'on pratiquait des ablutions rituelles, comme il en existe aujourd'hui encore dans les temples en Inde. La conception de cet équipement témoigne d'une maîtrise technique remarquable pour l'époque. Pour assurer l'étanchéité du revêtement intérieur du bassin, constitué d'un mur de briques jointoyées au mortier de chaux, les bâtisseurs ont inséré, derrière, une couche de bitume naturel de 2,5 cm d'épaisseur. Ils ont également conçu un système judicieux pour remplir et vider le bassin.
Cette installation, d'apparence banale, est en réalité un chef-d'œuvre technologique. Elle est reliée aux entrailles de la ville, un système d'égouts composé de centaines de canaux dont la majorité sont à l'air libre. Ce réservoir est installé en profondeur pour une raison simple. À sa base, il y a un canal, et là-bas, l'ouverture qui sert à évacuer l'eau du grand bassin. L'existence d'un réseau complexe d'égouts est un autre point commun des cités de la civilisation de la vallée de l'Indus. Alors que l'eau du Grand Bain s'écoulait par un canal de 2 mètres de haut, la cité était parcourue de rigoles qui évacuaient les eaux usées des habitations et des toilettes publiques. Un village à proximité dont l'aspect diffère probablement peu de l'antique Mohenjo-Daro. Dans les larges rues, des bœufs et des ânes tirent des charrettes et des rigoles longent les maisons pour évacuer les eaux usées. En revanche, dans les villages de la province du Sindh, les paysans et les artisans vivent avec leur famille élargie dans une structure rurale. Le bétail vit là, lui aussi. Tout le contraire de Mohenjo-Daro il y a 4500 ans, où l'espace était compté. Quelle était la fonction de Mohenjo-Daro? Comment vivaient ses habitants? Michael analyse minutieusement la coupe verticale de la cité en quête de détails révélateurs. Ce qui ressemble à l'emplacement d'une fenêtre n'est autre que le seuil d'une porte datant d'une phase de colonisation ultérieure. La ville a été reconstruite plusieurs fois. Sa hauteur depuis la plateforme a régulièrement augmenté au fil des siècles. Ici, nous sommes au niveau de la première phase de colonisation, il y a 2500 ans avant notre ère. Cette avenue faisait partie du plan qui comprenait les gigantesques fondations, de sorte que durant toute la colonisation, c'est-à-dire durant plus de 500 ans, elle est restée la principale voie de desserte de la cité. L'avenue rectiligne, qui fait 1 kilomètre de long, sépare la ville basse en deux. 2 quartiers densément construits et parcourus d'un réseau de ruelles offrant de l'ombre aux habitants. Les ruelles et les venelles étaient trop étroites pour laisser passer un bœuf et sa charrette. À gauche et à droite, des rangées d'habitations confortables. Apparemment, cette ville était plutôt un centre administratif et logistique. Ses habitants n'étaient pas immédiatement impliqués dans l'agriculture ou dans les secteurs de production. Au sein de la cité, on n'a d'ailleurs pas trouvé le moindre atelier de production. Il y a 4500 ans, les cités de la vallée de l'Indus formaient un vaste réseau d'échanges commerciaux. On a trouvé des lapis-lazuli polis originaires d'Afghanistan, de l'amazonite verte en provenance du Gujarat en Inde et des bracelets de coquillages fabriqués sur le pourtour de la mer d'Oman. À l'opposé, des poids de pierre fabriqués dans la vallée de l'Indus ont été trouvés jusqu'à Bahreïn, dans le golfe Persique. Et des sceaux frappés de signes scripturaux ont même été mis au jour dans des cités mésopotamiennes. Accompagné de collègues pakistanais, Michel se rend dans les collines de Rohri. Mohenjo-Daro était habité par des commerçants et des administrateurs. Mais où étaient produits les biens de consommation et les denrées alimentaires pour cette ville de 100 000 habitants? Mohenjo-Daro est une ville de l'âge du bronze, un peu plus jeune que les pyramides de Gizeh. En plus du bronze précieux très travaillé, les lames en pierre finement aiguisées
jouent elles aussi un rôle prépondérant depuis des millénaires dans le quotidien des habitants de la région. Ici, dans les collines de Rory, les archéologues ont trouvé le centre de production des lames. Il est gigantesque. Quand on se promène sur ce plateau rocheux, on découvre quantité de sites d'extraction. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui travaillaient ici? Nous avons trouvé des milliers d'ateliers ici. Il devait y avoir plusieurs milliers d'ouvriers sur ce plateau. Ils utilisaient les matériaux de la région pour construire des abris qui ressemblaient à celui-là. Un spectacle fascinant s'offre aux scientifiques. Le sol est jonché de lames en pierre. Il n'est même pas utile de creuser. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est un lieu incroyable. Je n'ai jamais vu une lame aussi finement taillée. Il suffit d'exercer une pression à cet endroit de la pierre pour faire sauter une lame. On distingue des endroits où on en a détaché plusieurs. Cette lame ne provient pas de cette pierre, mais la forme correspond. Absolument. Ce site est parfaitement conservé. On y trouve tous les outils et tout ce qui était produit sur place. C'est fantastique. En passant par Mohenjo-Daro, plaque tournante du commerce, les lames finement taillées étaient exportées jusqu'au contrefort de l'Himalaya et sur le pourtour de la mer d'Oman. Nous avons découvert que ce plateau est colonisé et exploité depuis des centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, les gens continuent d'utiliser la pierre pour fabriquer des ustensiles. Nous sommes au début d'une période de recherche qui promet d'être excitante. En fouillant ce site, nous trouverons des indices de l'existence dans la région du Sindh de cultures encore plus anciennes. Retour sur les bords du fleuve. Non loin de Mohenjo-Daro, Michael s'apprête à monter à bord d'un bateau traditionnel. L'empire de l'Indus était plus vaste que ceux de l'Égypte et de la Mésopotamie réunis. Le fleuve était le seul lien naturel entre les cités. Avec ses affluents, il offrait plus de 1000 km de voies navigables. Aujourd'hui, son cours naturel est entrecoupé de plusieurs barrages. De plus en plus d'eau est détournée pour irriguer les terres. Le niveau du fleuve baisse. Les bateaux à voile traditionnels menacent de disparaître. C'est incroyable. C'est la première fois que je monte sur un bateau Moana équipé de voiles. J'ai déjà navigué dans des bateaux propulsés par des rames ou des gaffes. C'est un moment exceptionnel pour moi. Après 30 ans de recherche dans la région de l'Indus, je navigue pour la première fois sur un bateau traditionnel à voile. Pour Michael, une chose est sûre. Sans un système de transport performant, la civilisation de l'Indus n'aurait pas connu un développement aussi remarquable. C'est une des grandes questions du 3e millénaire avant notre ère. Ma conviction la plus intime, c'est que la civilisation de l'Indus est une des premières à avoir révolutionné le transport. On est passé d'un transport terrestre, avec des charrettes à bœufs, qui avançaient à 5 km/h, au transport par bateau. La même chose s'est produite en Égypte et en Mésopotamie. Le grand passage des civilisations rurales développées aux premières civilisations urbaines du 3e millénaire avant notre ère est dû à une révolution du mode de transport.
Les commerçants de l'Indus parcourent 1000 kilomètres pour atteindre la mer d'Oman, où l'on extrait le cuivre, une matière première très convoitée. Une cité aussi vaste que Mohenjo-Daro avait un immense besoin en ustensiles de toutes sortes, dont des pots en céramique. Cette poterie, située non loin de la cité, est exploitée par la même famille depuis plusieurs générations. Jusqu'à 150 pots et autres récipients sont cuits en une seule fournée. Ils sont empilés selon leur taille pour exploiter au mieux la diffusion de la chaleur. Dans les cités comme Mohenjo-Daro, des fours à céramique similaires ont été mis au jour, le plus souvent à l'écart des quartiers habités. Cela permettait de jouir de plus d'espace et aussi d'éviter les risques d'incendie. Shah Mohammad, vous êtes un maître potier. Depuis combien de temps votre famille perpétue-t-elle cette tradition? J'avais 9 ans quand j'ai commencé à travailler ici avec mon père. Mon grand-père et ses ancêtres faisaient déjà de la poterie. Cela signifie que votre village, Hassan Wahan, est très ancien. Oui, Vous faites donc partie de l'histoire de Mohenjo-Daro. L'idée que Mohenjo-Daro était un centre administratif étonnamment moderne se confirme peu à peu. Depuis les premières fouilles, les archéologues tentent de cerner l'identité de ceux qui ont planifié et bâti la cité. Ceci n'est pas une cheminée ancienne, mais la structure d'un des 600 puits dégagés à Mohenjo-Daro. En déblayant le sol sur une grande profondeur, on a mis au jour 500 ans d'histoire de la cité. Lorsque les archéologues ont entamé les fouilles ici, en 1925, ils se sont attaqués à une colline. Ils ont commencé par dégager le sommet, et en l'espace de 5 ans, ils ont creusé sur une profondeur de 6 mètres. En 1902, John Marshall est nommé directeur du service des antiquités de l'Empire des Indes. En 1925, quand il entend parler des ruines, il flaire aussitôt la chance de sa vie. C'est l'époque des grandes découvertes. La presse européenne se passionne pour la chasse aux fabuleux trésors des hautes civilisations. À Babylone, on met au jour des bibliothèques de tablettes en écriture cunéiforme, et en Égypte, Howard Carter découvre la tombe légendaire de Toutankhamon. En 1925, plus de 1000 ouvriers participent aux fouilles à Mohenjo-Daro. Mais ils ne trouvent nulle trace de palais ni de temple. L'espoir renaît en 1927 avec la mise au jour d'une statuette en stéatite qui sera baptisée prêtre-roi, une des rares représentations humaines trouvées dans la cité. Il manque des traces d'édifices représentatifs. Selon les connaissances actuelles, le sommet en pyramide de la citadelle serait un lieu de culte bouddhiste érigé 2000 ans plus tard sur les ruines de la cité, c'est-à-dire longtemps après le déclin de la civilisation de la vallée de l'Indus. Pour Michael, le résultat des fouilles conduit à une conclusion univoque. Ceux qui avaient des responsabilités à Mohenjo-Daro ont sans doute renoncé à nommer un dirigeant autocrate et ont décidé de façon pragmatique de prendre eux-mêmes en main la destinée de leur ville. Assurer le bien-être de leurs concitoyens leur était plus important que de gaspiller l'énergie humaine et les matériaux pour ériger des monuments fastueux en l'honneur des dieux. Lorsqu'on y regarde de plus près, on se rend compte, à l'image d'une araignée dans sa toile, que Mohenjo-Daro contrôlait et coordonnait tout le système. Nous ignorons toutefois quel système politique se cachait derrière ces contrôles.
Mais l'utilisation des mêmes artefacts dans les différentes cités, comme les sceaux en terre cuite, montre clairement qu'elles étaient liées par une culture homogène. Des milliers de sceaux gravés de motifs complexes ont été trouvés tout le long de la vallée de l'Indus et jusqu'en Mésopotamie. Mais aucun texte plus long. La raison de cette absence est source de controverses entre les spécialistes. Selon certains, les habitants de Mohenjo-Daro disposaient d'un système d'écriture propre. Selon d'autres, les motifs gravés sur les sceaux seraient une sorte de système d'identification de l'âge du bronze. Les marchands utilisaient ces signes pour étiqueter les amphores dans lesquelles, durant l'Antiquité, on transportait quasiment tous les produits, de l'huile d'olive jusqu'aux céréales. Dans l'atelier de Mustapha Khan, la famille confectionne des répliques des sceaux antiques pour le musée de Mohenjo-Daro. Les modèles en argile avec lesquels les enfants s'amusent représentent pour les archéologues de précieux témoignages pour reconstituer le passé. L'agriculture était apparemment organisée de la même façon qu'à notre époque. Les attelages des figurines du passé ressemblent en détail à ceux d'aujourd'hui. Dans le Sindh, on cultive de nos jours du blé, du riz, de la canne à sucre et du coton. Les attelages de bœufs sont peu à peu remplacés par les tracteurs. En raison de la localisation de la cité de Mohenjo-Daro, les sites de production devaient se trouver ailleurs, qu'il s'agisse de l'élevage de bétail, de l'agriculture ou du traitement du minerai. La plupart des objets en bronze, peaux, pointe de lance ou petites figurines, étaient utilisés et sans doute aussi vendus à grande échelle à Mohenjo-Daro, mais ils n'étaient pas fabriqués sur place. La danseuse en bronze est à côté du prêtre-roi en stéatite la statuette la plus remarquable, mais aussi la plus mystérieuse. Non loin de Mohenjo-Daro se trouve un lieu de culte du soufisme. Plongés dans l'extase, les disciples de cette doctrine mystique islamique font une procession sacrée avec une chasse. Nul ne sait si la religion jouait un rôle à Mohenjo-Daro, ni même si on y en pratiquait une. Les statuettes laissent penser à un culte de la fécondité. Mais ce n'est qu'une spéculation. Les indices sont trop infimes. La dénomination de prêtre-roi a été donnée de façon arbitraire par ses découvreurs. Pour eux, il était inconcevable qu'une si grande civilisation puisse fonctionner sans haut dignitaire religieux. À la fin de la cérémonie soufie, le gardien du lieu sacré bénit les fidèles avec du mandi, un colorant à base de henné. Sur le site, le temps presse. Les ruines de Mohenjo-Daro sont menacées de dégradation définitive. Le péril vient du sous-sol. Depuis la fondation de la cité, l'Indus a déposé une telle quantité de sédiments que le niveau du sol s'est élevé de 7 mètres. Ce phénomène a entraîné la montée des nappes phréatiques.
le haut degré d'évaporation aspire les sels dans les ruines. En se cristallisant à la surface des briques, les sels provoquent à terme leur effritement. Une catastrophe pour la ville en argile. Les scientifiques prélèvent régulièrement des échantillons du sol pour mesurer l'évolution de sa salinisation. Les barrages construits en amont du fleuve aggravent le phénomène. En limitant l'ampleur des inondations annuelles dans la vallée de l'Indus, le sol s'assèche et sa salinité augmente. Un réseau de stations de mesure permet d'analyser les nappes phréatiques. Des tuyaux ont été enfoncés jusqu'à 20 mètres de profondeur. Ce laboratoire a été aménagé avec le concours de l'école technique d'Aix-la-Chapelle. Ici, les scientifiques analysent les échantillons et coordonnent ensuite les mesures de préservation. Pour sauver les ruines de la cité antique, on recourt à un matériau qui a déjà fait ses preuves et une technique mise au point au Pakistan par Michael et ses collègues. Les façades de briques sont simplement enduites d'une couche d'argile. Les sels destructeurs ne se cristallisent plus sur les anciennes briques, mais sur cette couche protectrice qui est régulièrement renouvelée. La civilisation de la vallée de l'Indus recèle encore bien des mystères, comme celui de l'abandon soudain de Mohenjo-Daro. En quête d'une réponse, Michael retrouve des archéologues de l'université de Kherpur. Ces dernières années, au cours de ces périples archéologiques sur les traces de la civilisation de l'Indus, l'équipe de Kazid Mellar s'est enfoncée toujours plus profondément vers l'est. Dans le désert du Cholistan, la partie pakistanaise du désert du Thar qui s'étend aussi en Inde. Cette région, aujourd'hui semi-désertique, était à l'âge du bronze un vaste système fluviatile alimenté par une rivière, l'Akra. De nombreux indices laissent penser que cette région était alors le grenier à céréales de Mohenjo-Daro. Aujourd'hui, rien dans le paysage ne rappelle que cette plaine était autrefois très fertile. Il n'y a pas longtemps que vous avez découvert la particularité de ce lieu. Quelle est sa relation avec la civilisation de la vallée de l'Indus? Mohenjo-Daro se trouve à 150 km à l'ouest. Ici, il y avait de l'eau à profusion. La région était verdoyante. La végétation abondait. La rivière était très poissonneuse. On pouvait y chasser quantité d'animaux. Ceux qui vivaient ici ne manquaient de rien. Mohenjo-Daro était tributaire des ressources qui foisonnaient dans les régions limitrophes. Au fil du temps, le débit de la rivière a chuté, mettant en péril la survie des peuples qui en dépendaient. Selon les spécialistes, des glissements géologiques provoqués par des séismes auraient tari les affluents de l'Akra, provoquant son assèchement et ainsi la désertification de toute la vallée.
Une catastrophe écologique serait ainsi à l'origine du déclin de la civilisation de l'Indus. Mohenjo-Daro ne révèle rien de ce destin funeste. L'apogée des métropoles de l'Indus a perduré 5 siècles. Puis ces métropoles riches et étonnamment modernes ont lentement commencé à décliner. Des quartiers moins vastes ont vu le jour. Les sites de production ont été transférés dans les quartiers résidentiels. Il n'y a aucune trace de destruction, aucun indice d'une attaque hostile ou d'une expulsion brutale des habitants. 1500 ans avant notre ère, la population semble avoir abandonné la cité de façon volontaire. Mohenjo-Daro signifie la colline des morts en sindhi, la langue parlée dans la province du Sindh. Après son abandon, la cité n'a jamais été repeuplée. Aujourd'hui, elle est considérée comme un lieu maudit par les populations locales. Michael Janssen continuera néanmoins ses recherches dans la région. L'étude de cette haute civilisation n'en est qu'à ses prémices. Dans un instant, ressuscitons le royaume de Méroé, la première civilisation connue d'Afrique noire, une société matricielle